Et rebonjour à tous. Dans la vidéo précédente, on avait commencé à voir les théories des économistes qui pouvaient expliquer pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à démontrer un lien entre l'encadrement en classe et les scores des élèves, les résultats, le capital humain accumulé. Et donc on avait vu une première théorie qui était que la classe était un bien public qui était peu sujet à congestion et que donc on pouvait augmenter le nombre d'élèves sans modifier fortement la qualité de l'enseignement que chaque élève recevait de manière individuelle. En tout cas, c'est particulièrement le cas dans les auditoires à l'université. Ici, on va avoir une deuxième théorie qui est la production jointe et l'effet de substitution. Avant de pouvoir, vraiment bien avancer dans cette théorie, heu, on va commencer à expliquer c'est quoi un isoquant. Et pour expliquer ça pour les moins matheux d'entre vous, je me suis dit que j'allais partir un petit peu de l'idée des courbes de niveau. Ça, j'espère que c'est quelque chose que la plupart d'entre vous maîtrisent. Donc j'ai été chercher une petite carte sur laquelle on voit des courbes de niveau. Donc chaque fois, ici, on voit bien la courbe à 75 mètres d'altitude. Donc tant qu'on est sur cette ligne-ci, on est à 80 mètres d'altitude, 85 mètres d'altitude. Sur la ligne rouge ici qu'ils ont faite, on est à 90 mètres d'altitude, et cetera. Et donc, ici, on voit que plus on va aller vers ici, plus on va monter. Donc nous, ce qu'on va faire pour vous faciliter la tâche, c'est comme je n'ai pas trouvé de carte parfaite, hop, on va venir rogner un petit peu. On va fonctionner sur cette partie-ci, donc où le point tout en haut à droite est le point le plus élevé, grosso modo. Et on va imaginer maintenant on a posé cette carte, si vous voulez, sur un plan horizontal où vous avez l'axe qui indique, donc l'axe des Y qui indique à quel point on va vers le nord et l'axe des X qui indique à quel point on va vers l'est. Et donc si vous regardez ce graphique-là, vous allez voir en fait, là où vous vous trouvez sur la carte, vous allez pouvoir donner vos coordonnées et dire: «Voilà, je me trouve à autant degrés est et autant degrés nord» et en fonction de ces coordonnées, on va pouvoir dire à quelle altitude vous êtes. Eh bien, si vous voulez pas monter, imaginons que vous êtes, hop, ici, là, sur cette petite ligne rouge et vous avez des problèmes de genoux, vous ne voulez ni monter ni descendre. Pour rester tout le temps à même altitude, vous pouvez vous balader le long de cette ligne. Vous serez toujours, toujours, toujours à 90 mètres d'altitude, si je ne me trompe, tant que vous vous baladez sur cette ligne-ci. Eh ben, c'est un peu le principe qu'on va retrouver sur les isocantes parce que votre altitude, elle dépend à la fois de vos vos coordonnées, je ne sais pas, je ne sais jamais c'est lesquelles les longitudinales et enfin bref. Donc de vos coordonnées, donc plus vous êtes à l'ouest ou à l'est, mais aussi de vos coordonnées nord-sud. Donc voilà. Une autre idée d'illustration, ce serait l'idée du mitigeur. Donc, dans ma salle de bain, j'ai un mitigeur qui ressemble un petit peu à ça. À gauche, une manette qui me permet de dire si je veux que l'eau coule plus vite ou moins vite et à droite, une manette qui me permet de dire si je veux que l'eau soit plus chaude ou moins chaude. Heu, donc en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chaque fois ouvrir la manette de gauche à fond parce que je veux que le bain de mes enfants se remplisse le plus rapidement possible. Si donc l'idée, c'est de dire, voilà, à un moment, il y a, je sais pas moi, toutes les 10 secondes, il y a 1 litre de plus dans ma baignoire, par exemple et donc, avec le bouton de droite, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir régler, la proportion d'eau chaude et la proportion d'eau froide. Donc plus je vais tourner ce bouton-ci vers moi, plus je vais mettre de l'eau chaude. Mais en rajoutant de l'eau chaude, je ne vais pas modifier je ne vais pas modifier le débit de l'eau, si vous voulez. L'eau va continuer à couler toujours à la même vitesse et j'aurais beau mettre plus d'eau chaude, ça ne remplira pas mon bain plus vite. Inversement, si je mets plus d'eau froide, ça ne remplira pas mon bain plus vite. Pourquoi? Parce que quand j'augmente, la quantité d'eau chaude que j'injecte, la quantité d'eau froide va diminuer automatiquement. Ce qui fait que le débit que j'ai sera toujours le même. L'eau sera composée d'un certain pourcentage d'eau chaude et d'un certain pourcentage d'eau froide, mais le débit restera toujours le même et je n'aurai pas fait remplir ma baignoire plus vite. Alors pourquoi est-ce que je vous ennuie avec mes courbes de niveau et mes baignoires qui doivent se remplir vite pour mes enfants? Eh bien parce que, un peu à l'instar de ces 2 exemples, heu, on va voir que le capital humain, il va dépendre à la fois de l'investissement qu'on va mettre dans la classe, si vous voulez, mais aussi de l'investissement que les élèves et leurs familles vont fournir eux-mêmes. Donc, ici sur ce graphique-ci, qu'est-ce qu'on voit? On voit sur l'axe des X, le taux d'encadrement. Donc, plus il y a d'enseignants, par élève ou par 100 élèves ou quoi,
plus on va être sur la droite. Sur l'axe des Y, par contre, là, on va voir l'effort que fournissent les élèves et les familles. Alors le la ligne, comme le prof a mis ici en rose, c'est quoi en fait? C'est si vous regardez, vous voyez ici, il a représenté son graphique comme s'il y avait un troisième axe, vertical. Donc plus on va aller par ici, donc on voit ici, ça c'est l'axe des X avec le nombre de professeurs qu'on engage, l'axe des Y avec, les efforts que fournissent les parents et on voit que, beh, si on va vers beaucoup, un taux d'encadrement élevé et beaucoup d'efforts, on va monter tout en haut de la courbe. Or le problème, c'est que, nos élèves, ils sont motivés pour réussir, mais ça leur suffit et de la même manière que, beh, pour être à une certaine altitude sur notre carte, il fallait, coupler une latitude et une longitude, que pour avoir, un même débit d'eau, on allait mettre une certaine proportion d'eau chaude et d'eau froide, mais ici, pour avoir un certain résultat, on va devoir mettre une certaine proportion d'encadrement, donc d'investissement de la part de l'institution scolaire, mais aussi, comme deuxième facteur, on va avoir l'investissement que les élèves ont dans leur propre enseignement. Et donc, en fait, imaginons que à ce niveau-ci, par exemple, on soit à du 60, donc on a 60 au bulletin. Ça, tous les points qui sont sur cette courbe-ci, c'est toutes les combinaisons possibles pour que l'élève atteigne ce résultat. Donc beh, soit, l'école, investit beaucoup, ici à un niveau de 6 par exemple et les parents et et surtout les élèves s'investissent à un niveau de 6 aussi. Mais on voit que, beh, si l'école, s'inv donne moins d'investissement, fait des plus grosses classes ou quoi, beh, peut-être l'élève et ses parents vont s'impliquer plus pour maintenir malgré tout, le score que l'élève visait à la base. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme explication. Sur ce graphique-ci, on a exactement la même chose qui est représentée, donc où on voit bien donc un même résultat peut être, obtenu de différentes manières en fonction de l'effort. Ici, ils ont simplement inversé les axes, en fait, donc au lieu de mettre, le, le personnel, sur l'axe des X et l'investissement des familles sur l'axe des Y, qui sont représentés en inversant les 2 axes, mais sinon c'est exactement la même chose et donc on voit qu'en diminuant l'effort des familles, mais en augmentant, la dépense par élève et bien on reste sur la courbe de l'isocante, on obtient exactement le même résultat. Donc on a plusieurs combinaisons possibles pour un même résultat et donc il y a un phénomène de substitution auquel on va assister dans l'enseignement. Plus l'école va fournir des efforts, de l'encadrement et cetera et moins les élèves et les familles vont elles-mêmes, s'investir. Heu et donc si, quand une ressource augmente, l'autre diminue, beh, les résultats ne vont pas augmenter. Je trouvais que l'image qu'il avait mise, par rapport à son examen, je trouvais qu'elle était quand même, pas mal faite parce qu'ici donc on voit, 3 courbes, 3 courbes d'isocante et donc chaque courbe correspond à un résultat différent. Heu Donc et donc forcément toutes les différentes manières d'investir pour atteindre ce résultat. Donc par exemple, on pourrait imaginer que, tant que vous êtes sur cette courbe-ci, c'est que vous êtes à 40 que tant que vous êtes sur cette courbe-ci, vous êtes à 50 et tant que vous êtes sur la courbe Q3, vous avez 60 et donc avec ces points A, B, C, D là, on peut montrer, beh, imaginons que vous êtes ici, hop, on voit que par rapport à l'effort que fournissent, les parents, les élèves et cetera, on se trouve, ici. Il y a pas vraiment de valeur, mais moins que si on était plus à droite et plus que si on était plus à gauche. Même chose pour les dépenses par élève, au niveau de l'institution, on trouve, ici. Si on augmente les dépenses par élève, uniquement ça, on va monter et on va, par exemple, grâce à ça, l'élève pourrait passer de 40 à 60. Sauf que, sauf que quoi? Sauf que, ce qui va se passer en réalité, c'est que parce que l'école va investir plus, l'élève et les parents vont avoir tendance à diminuer leurs efforts pour se maintenir finalement au même résultat. D'accord? Ne tenez pas compte des proportions, j'ai mis des chiffres, pour illustrer. Si on se retrouvait dans une situation où à la fois on monte en vertical, donc on monte dans la dépense, par élève, donc l'école investit, l'institution
investit de plus en plus pour l'élève et en parallèle à ça, l'élève et ses parents fournissent davantage d'efforts, donc cette fois-ci, on avance sur l'axe horizontal, on va encore monter à ce moment-là d'une isocante et vous voyez qu'ici, on est carrément monté sur l'isocante des 60. Vous pouvez tout à fait remplacer ce 40, 50 et 60 par les chiffres qui vous parlent le plus. Cela ne change absolument rien. La troisième théorie des économistes qui permet d'expliquer pourquoi on a du mal de faire le lien entre l'augmentation de l'encadrement et les résultats, c'est la théorie qu'il intitule Petite classe, regroupement par aptitude et différenciation verticale. Donc, la première illustration qu'il donne pour expliquer ça, en fait, c'est un petit peu dans le monde de l'automobile. Donc, dans le monde de l'automobile, on va pouvoir différencier les voitures de différentes manières. Donc, soit on peut faire une différenciation horizontale, donc ça se voit sur l'axe rouge. Vous voyez que si on va à droite, on va avoir une BMW qui sera plus sportive. Si on va à gauche, on aura une Volvo qui aura des sièges plus confortables, par exemple. Et donc, on voit que si on fait de la différenciation horizontale, en fait, on garde, si vous voulez, à peu près un même niveau de qualité, mais avec des options différentes pour coller aux préférences de différents consommateurs. Par exemple, moi, ça ne m'intéressera pas personnellement d'avoir une voiture très sportive ou très luxueuse ou quoi, mais par contre, je vais vouloir mettre de l'argent dans la sécurité de ma voiture pour que mes enfants soient le plus possible à l'abri. Et donc, pour une même somme, une même qualité de voiture, je vais préférer peut-être des options plus sécurisantes que des options technologiques ou quoi. Sur l'axe vertical, par contre, là, sur l'axe bleu, on voit que si on monte, on a la Rolls-Royce, donc on a vraiment une voiture qui est de meilleure qualité, tandis que si on descend, on va avoir une Lada qui sera moins chère, mais de nettement moins bonne qualité aussi. Donc ici, ça varie, contrairement à l'axe horizontal où en fait on propose différentes options. Ici, pour les voitures, sur l'axe vertical, on va varier la qualité. Donc, on va faire une analogie par rapport au monde de l'enseignement. Donc, imaginons que dans une école, on augmente l'encadrement. Donc, on met plus de professeurs pour pouvoir créer des plus petites classes. Donc, dans une même école, avec un même nombre d'élèves, si on peut faire des plus petites classes, on aura plus de classes. Avec ces plus de classes, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir de nouvelles options, puisque c'est quelque chose qui est valorisé culturellement. Les gens viendront plus facilement inscrire leurs enfants là. Une fois que ces options sont créées, en fait, les groupes vont pas être traités de la même manière. D'une part, parce qu'ils ont des grilles horaires différentes avec, par exemple, plus de maths, moins de maths. D'autre part aussi parce que, les profils d'élèves vont varier. Les élèves peuvent choisir eux-mêmes leur option, ils ont le libre choix et donc on va avoir certains profils d'élèves qui vont se regrouper. Et donc, du coup, quand après, par exemple, une année après avoir augmenté, le taux d'encadrement, on va réaliser un test PISA pour voir, tiens, finalement, quelle est la plus-value apportée par la diminution de la taille des classes. Qu'est-ce qu'on va observer? On va peut-être observer la diminution de la taille des classes, ça c'est vrai, mais est-ce qu'on ne risque pas aussi d'observer finalement une différence qui est liée en fait à l'option de l'élève? Donc par exemple, un élève qui serait parti dans une option plus artistique aura beaucoup moins de maths, mais forcément, il risque de scorer moins au test de maths qu'un élève qui sera parti en sciences fortes. Est-ce que ça veut dire pour autant que, on est sur de la différenciation, verticale? Pas forcément, puisqu'il n'y a pas que les maths dans son cursus. Mais c'est vrai que si on prend un cours à la fois, pour certains cours, on va peut-être avoir quand même cet effet de différenciation verticale. Et donc tout ça pour dire que ce qu'on a observé finalement n'est pas forcément juste lié à la taille des classes, mais à ce que cette diminution de la taille des classes a permis, à savoir la différenciation des options. Donc une dernière petite diapo avec ici un exemple concret. Donc vous voyez dans la colonne de gauche, imaginons qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'encadrement, on a mis tous les élèves dans une même classe, ils ont tous le même programme. Donc par exemple, avec 6 heures, on va donner 2 heures de sciences et 4 heures de maths. Mais si on permet de réduire la taille des classes, on pourrait se retrouver avec 3 options. Dans l'option 1, vous pouvez soit prendre 2 heures de sciences et 2 heures de maths. Dans l'option 2, vous aurez 2 heures de yoga, 2 heures de médias et j'avais dit l'option 1, 4 heures de maths donc. Dans l'option 2, vous aurez ici 2 heures de yoga, 2 heures de médias et 2 heures de maths. Et dans l'option 3, vous aurez 26. Forcément, si on fait un test PISA qui évalue les résultats en maths, on risque d'avoir des meilleurs résultats dans l'option 3 et des moins bons résultats dans l'option 2 que ce qu'on avait avant d'avoir réduit la taille des classes. Voilà, c'est tout pour cette vidéo-ci. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.